Dans un paisible village anglais, la mort suit un schéma que seule Miss Marple peut percevoir. Bienvenue sur Nuit criminelle. Cette communauté s'agrandit à chaque nouvelle énigme. Abonnez-vous et dites-moi d'où vous venez dans les commentaires. Vos réflexions rendent chaque affaire inoubliable. Commençons. Le cercle de tricot du mardi se réunissait, comme souvent, dans le salon du presbytère, où l'air sentait la laine, le polish au citron et les opinions modérées. Dehors, la pluie tombait en biais sur St. Mary Mead, aplatissant les roses le long de la clôture et transformant le chemin du cimetière en ruban argenté. À l'intérieur, les conversations claquaient aussi régulièrement que les aiguilles. Madame Bantry travaillait sur un projet ambitieux en laine violette, beaucoup trop ambitieux, selon mademoiselle Marple, pour quelqu'un ayant son sens des chiffres. La jeune Madame Price Ridley tricotait vivement à côté d'elle, portant un jugement à chaque maille. Au centre du petit groupe était assise Madame Clement, la femme du vicaire, dont le calme n'était que le fruit d'années de tact paroissial. « Je trouve, disait Madame Clement, que le tricot empêche de s'attarder sur des sujets désagréables. À moins, bien sûr, d'être assez stupide pour laisser tomber une maille. C'est justement à ce moment-là qu'on se souvient de tout ce qu'on ne devrait pas, observa mademoiselle Marple en souriant gentiment. Le tricot, ma chère, n'est rien d'autre que la pensée rendue visible, la conscience d'une femme en laine. C'est alors que la porte s'ouvrit pour laisser entrer madame Hélène Blackwood, grande, toujours belle d'une manière plutôt théâtrale, le col de son manteau relevé pour se protéger de la pluie. Elle portait un petit sac de travail qui avait dû coûter cher. Tout le monde se tourna vers elle, surpris. Les nouveaux venus s'immisçaient rarement dans leur sanctuaire domestique. « Pardonnez-moi, » dit-elle d'une voix teintée d'une légère cadence théâtrale. « Madame Clement a eu la gentillesse de m'inviter dimanche dernier. Je pensais trouver de la compagnie aujourd'hui. »« Ravie, ma chère, » dit Madame Clement en se levant. « Venez vous asseoir près du feu, nous sommes inoffensifs. » Madame Blackwood sourit. Un sourire rapide et crispé. L'inoffensivité est sous-estimée. Les yeux de mademoiselle Marple, doux derrière ses lunettes, observèrent la nouvelle venue avec intérêt. Elle avait déjà vu ce visage, encadré par du maquillage plutôt que par la pluie. Il lui fallut un moment pour se souvenir de son nom. Hélène Blackwood, autrefois une actrice assez connue avant d'épouser le défunt colonel Blackwood et de se retirer dans le village il y a 5 ans. La conversation reprit, polie mais curieuse. Madame Blackwood accepta une paire d'aiguilles empruntées et une pelote de laine grise. Ses mains étaient gracieuses mais hésitantes, comme si ce geste était nouveau pour elle. « Je crains de ruiner votre laine, Madame Clement, » dit-elle d'un ton léger. « Mes modèles ont toujours été d'un autre genre. »« Que faites-vous, ma chère ?» demanda Madame Bantry. « Une écharpe, peut-être, » répondit Madame Blackwood, « ou un nœud coulant. On ne sait jamais comment ces choses finissent. » Cette remarque provoqua un petit rire, rapidement étouffé. Mademoiselle Marple leva les yeux de son carré de laine bleu marine, bien net. « Le tricot, » dit-elle doucement, « c'est comme la vie. Il se défait plus vite qu'on ne le pense. » Le sourire de Madame Blackwood vacilla, puis se stabilisa. « Oui, et il faut faire attention aux fils que l'on tire. » À 5h30, la pluie avait cessé, laissant le village brillant et calme. Le thé fut servi, les commérages s'adoucirent. Madame Blackwood raconta quelques anecdotes inoffensives sur les théâtres londoniens, du genre de celles qui faisaient se pencher en avant avec un plaisir coupable, même la femme du vicaire. Mais derrière l'éclat, il y avait une tension, un tremblement occasionnel dans la voix, un regard vers la fenêtre comme si elle attendait quelqu'un qui ne venait jamais. Quand elle se leva pour partir, son sac de travail était plus léger. Elle avait laissé l'ouvrage à moitié terminé soigneusement plié sur la table. « Je viendrai le chercher la prochaine fois, »
dit-elle. « S'il y a une prochaine fois. » Madame Clément protesta contre cette formulation étrange, mais Madame Blackwood se contenta de sourire à nouveau et sortit dans la lumière déclinante. Les autres regardèrent son parapluie disparaître derrière le portail. « Eh bien, dit Madame Bantry, quel drame! On pourrait croire qu'elle est toujours sur scène. » « Une fois artiste, » murmura Madame Clément, « on reste toujours conscient du public. » Mademoiselle Marple ne dit rien. Ses doigts continuaient à tricoter, doucement et sans hâte. Mais son esprit était déjà en train de retracer quelque chose, un motif invisible qui avait commencé dès que Madame Blackwood était entrée dans la pièce. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule faisait place à la nuit, Mademoiselle Marple était assise près de sa cheminée, terminant le petit carré qu'elle avait commencé au presbytère. Le cliquetis rythmé apaisait ses pensées. Elle se souvenait des mains tremblantes de l'actrice, de la légère tache de rouille près des pointes des aiguilles empruntées, du parfum subtil, des violettes et quelque chose de plus vif qui persistait après son départ. Elle posa son tricot et fronça légèrement les sourcils. « Des violettes » murmura-t-elle. Un choix curieux pour un jour de pluie. Dehors, l'horloge de l'église St. Mary Mead sonna 9 heures. Une porte claqua au loin et un chien aboya quelque part. Le son résonna étrangement, comme la ponctuation d'une phrase inachevée. Le lendemain matin, le temps était beau et pâle. Mademoiselle Marple fit sa promenade matinale jusqu'à la poste, échangeant des salutations avec ceux qu'elle croisait. C'est là, devant l'épicerie de Madame Hartnell, qu'elle surprit 2 femmes qui parlaient à voix basse avec urgence. « On l'a trouvée ce matin, » disent-elles, assise dans son fauteuil. Morte, comme tout le monde. Une aiguille dans la poitrine, la pauvre. Madame Blackwood, la veuve du colonel. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des mailles tombées. Mademoiselle Marple s'arrêta, une main gantée posée sur son panier. « Une aiguille ?» répéta-t-elle doucement. « Oui, » dit Madame Hartnell, en se tournant vers elle avec délectation. « Une aiguille à tricoter, imaginez, après tout ce qu'elle disait sur les motifs et le destin. » Mademoiselle Marple inclina gravement la tête. Oui, comme c'est soigné. Elle rentra chez elle lentement, la lumière vive du matin révélant chaque pavé dans les moindres détails. Son esprit était déjà en train de trier les faits, non par curiosité, mais par instinct. Elle savait que le monde était plein d'apparences ordonnées, et chaque fois qu'une chose semblait trop ordonnée, il était temps de chercher le fil qui ne correspondait pas. De retour à son cottage, elle mit la bouilloire à chauffer et ouvrit son tiroir à couture où les bobines et les aiguilles étaient rangées en rangées ordonnées. Elle remarqua que l'une d'elles était légèrement tordue à force d'avoir été utilisée. « De la négligence », murmura-t-elle en la redressant. « Ou du dessin. » La bouilloire se mit à siffler. Mademoiselle Marple sourit faiblement, se servit une tasse de thé et se remit à tricoter, non pas une écharpe cette fois, mais un carré de laine cramoisie, sombre et délibéré. Dehors, St. Mary Mead continuait à vaquer à ses occupations, sans se douter que son prochain motif avait déjà commencé à se former, maille après maille. Le soleil avait à peine dissipé la brume qui recouvrait les toits de St. Mary Mead, lorsqu'un garçon à vélo dévala la ruelle en direction du presbytère, appelant à l'aide. Son cri, mi-effrayé, mi-excité, rebondit sur les murs de briques comme une bille. En quelques minutes, l'histoire avait déjà pris sa première forme cohérente, comme toutes les tragédies dans un village. Et lorsque Mademoiselle Marple arriva à la porte du cottage de feu Madame Blackwood, 3 versions différentes circulaient, aucune d'entre elles n'étant vraie. Un agent de police se tenait près de la porte, son carnet à la main, comme si la vue de la mort était une entrée indésirable sur une page vierge. Mademoiselle Marple donna son nom et fut admise avec cette hésitation respectueuse que la police lui accordait toujours. À l'intérieur,
le petit salon sentait légèrement la violette, le thé et quelque chose de métallique qui n'avait rien à y faire. Madame Blackwood était assise dans son fauteuil à haut dossier devant la cheminée, un bras posé gracieusement sur l'accoudoir, comme si elle s'apprêtait à prononcer une dernière phrase. Son tricot reposait sur ses genoux, net, précis, et, au milieu de sa poitrine, la pointe brillante d'une aiguille à tricoter en acier dépassait comme le point final d'une vie trop dramatique. L'inspecteur Craock, un homme trapu qui semblait prendre constamment des notes, même lorsqu'il n'avait pas de crayon, se retourna lorsque mademoiselle Marple entra. « Bonjour, madame. J'espérais que vous passeriez nous voir. C'est généralement ce que vous faites lorsqu'il se passe quelque chose de louche. »« J'aime beaucoup l'ordre, » dit mademoiselle Marple en retirant ses gants, « surtout quand il est trop bien fait. » Il grogna en lui indiquant la chaise. Les voisins n'ont rien entendu. La porte était fermée à clé, les fenêtres fermées. Sa femme de ménage l'a trouvé peu après 8 heures. Une tasse de thé était posée sur le plateau, intacte. Mademoiselle Marple s'approcha, le regard doux mais précis. « Une tasse avec du rouge à lèvres, inspecteur. » Il cligna des yeux. « Vous avez encore lu mes notes ? » ?»« Non, simplement vos habitudes. Vous ne négligez jamais les détails, et pourtant cette tasse est trop droite pour une femme en détresse. »« Puis-je » Il acquiesça. Elle se pencha pour l'examiner. Le rouge à lèvres était étalé à 2 endroits, une fois sur le bord, une fois sur la soucoupe, et une légère vapeur s'échappait encore du bec de la théière. « Quelqu'un s'est servi une 2e tasse, » murmura-t-elle. « Pas pour lui-même, je pense. » Craock se gratta le menton. « Un cambriolage, peut-être. Le coffret à bijoux est ouvert. Quelques babioles ont disparu. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la cheminée. Seuls les bijoux de peu de valeur ont disparu. Le camée de grande valeur, n'est-ce pas, est toujours là. Il fronça les sourcils. Il y était. Vous l'avez vu ? Je remarque des traces de poussière, dit-elle doucement. Il y a un ovale propre à l'endroit où il se trouvait. Craock soupira. Alors vous êtes plus rapide que mes hommes. Nous allons mener l'enquête. Il y a un fils. Il vit à Londres. Oui, dit mademoiselle Marple. Timothy Blackwood, artistique, ambitieux, et qui a probablement hérité plus de tempérament que de revenus. Vous le connaissez ? Je sais des choses à son sujet, répondit-elle. Dans les villages, on n'a pas besoin de connaître les gens, seulement les cercles de tricot. En milieu de matinée, la maison était en effervescence. Des agents de police prenaient des mesures. Un photographe toussait pour s'excuser. Craock donnait des ordres avec l'air d'un homme qui tente de commander la moralité elle-même. Mademoiselle Marple se tenait tranquillement près de la cheminée, le regard fixé sur le motif que madame Blackwood était en train de tricoter. La laine grise était à moitié terminée, mais le motif, un treillis de losanges, s'était arrêté brusquement au milieu d'une rangée. Un seul fil pendait, détaché. « Vous tricotez, inspecteur ?» demanda-t-elle. « Pas si je peux l'éviter. »« Dommage, » dit-elle. « Vous pourriez reconnaître que quelqu'un a coupé ce fil après coup. Vous voyez, il n'y a pas d'effilochage, une coupe nette avec des ciseaux. Peut-être que notre meurtrier n'aimait pas non plus le désordre. Il la fixa du regard. Vous suggérez que celui qui a arrangé cette scène aimait la symétrie. Il faut un certain talent artistique pour tuer de manière aussi soignée. Il griffonna dans son carnet. Vous transformez mon enquête en cours de broderie, mademoiselle Marple. Pas du tout. Je remarque simplement ce que font les femmes lorsqu'elles ont le temps de réfléchir. L'enquête commença lentement à s'animer cet après-midi-là. Madame Clement apporta un châle pour la chaise de la veuve, secouant tristement la tête. « C'est terrible, Jane. Une créature si douce. Qui aurait pu... » La douceur, dit mademoiselle Marple, est souvent confondue avec la bonté, et parfois par les personnes douces elles-mêmes. Madame Clement fronça les sourcils. « Vous voulez dire... »
Seulement que Madame Blackwood était trop impatiente pour quelqu'un de satisfait. Parlait-elle parfois du passé? Elle a mentionné une pièce une fois, The Lover's Note, et elle a ri de cette façon étrange qui lui était propre. Je pense qu'elle se sentait seule. La solitude, dit mademoiselle Marple, est une excellente raison d'écrire des lettres qu'il ne faut pas envoyer. Madame Clément cligna des yeux. Des lettres? Mais mademoiselle Marple regardait déjà par la fenêtre où 2 agents de police sortaient de l'abri de jardin en portant un petit paquet enveloppé dans du papier ciré. Craock les suivait, l'air satisfait. Nous avons trouvé cela derrière le seau à charbon. Les bords sont brûlés. Probablement des lettres, comme vous l'avez dit. Il déballait un coin. L'écriture, bien que maculée, était élégante. Mademoiselle Marple lut une seule ligne. « Si vous revenez, je lui dirai tout. » Craock siffla doucement. « Du chantage, ou une confession, » dit mademoiselle Marple. La frontière entre les deux dépend entièrement du mobile. Ce soir-là, après le dîner, l'inspecteur se rendit au cottage de mademoiselle Marple, chapeau à la main. « Cela vous dérange si je sollicite encore un peu votre aide. J'ai fait venir le fils. Les lettres semblent mentionner un homme appelé Hayes, Richard Hayes. Cela vous dit quelque chose ?» Mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot. « Cela me dit beaucoup, inspecteur. Richard Hayes était autrefois metteur en scène de théâtre. Il a disparu de Londres il y a environ 25 ans après un scandale, un détournement de fonds, je crois. Elaine Blackwood était sa première danseuse. » Craock s'assit lourdement. Notre victime avait donc un scandale dans son passé. Comme la plupart des actrices, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Mais les scandales, comme les modèles de tricot, réapparaissent quand on s'y attend le moins. Dites-moi, y avait-il de la poussière sur ce paquet de lettres? Il cligna des yeux. Maintenant que j'y pense. Non. Elle avait été manipulée récemment. Alors le visiteur est venu récemment. Et celui qui a porté ce coup, inspecteur, était probablement une femme. Les hommes tuent rarement, aussi silencieusement, ou choisissent une arme aussi domestique. Il la regarda fixement. Une aiguille à tricoter, vous voulez dire? Elle sourit faiblement. Nous tissons tous la trame de notre vie, inspecteur. Certains font simplement un mauvais point. Une fois qu'il fut parti, mademoiselle Marple resta près du feu, la laine grise de son nouveau projet enroulée comme de la fumée sur ses genoux. Elle sentait que l'affaire commençait à prendre forme, la broche disparue, le fil coupé, la lettre brûlée. Tout était net, tout était délibéré. Pourtant, quelque part dans le motif se cachait un nœud qui ne voulait pas se défaire. Elle se pencha en arrière et ferma les yeux. Le tic-tac rythmique de l'horloge de la cheminée semblait faire écho au bruit de ses aiguilles de la veille. Dehors, le vent se levait, faisant vibrer le portail. Dans son esprit, elle revit la scène dans ce salon. Le corps impassible, le thé refroidissant, la sérénité inébranlable d'une représentation donnée pour personne. C'était, pensait-elle avec une certitude tranquille, l'œuvre de quelqu'un qui comprenait les apparences comme un art. Et cela réduisait considérablement la liste des suspects. Le lendemain matin, l'inspecteur Craock se trouvait au presbytère, penché sur une assiette de scones que le devoir ne l'avait pas empêché d'accepter. Madame Clément lui servit son thé avec l'air de quelqu'un qui administre l'absolution. Mademoiselle Marple, invitée par instinct plutôt que par arrangement, était assise en face de lui, les yeux baissés vers la vapeur délicate qui s'élevait de sa tasse. « J'ai eu des nouvelles de Londres, » dit Craock entre 2 bouchées. « Timothy Blackwood prend le train de 10h30. Il prétend qu'il n'a pas vu sa mère depuis des mois. Il dit que leur relation était, tendue. » Madame Clément semblait sincèrement bouleversée. Pauvre garçon, c'était un enfant si poli. La politesse, murmura mademoiselle Marple, n'est qu'une forme sociale d'autodéfense. Elle remua son thé, pensive.
Madame Blackwood vous a-t-elle jamais parlé d'un monsieur Hayes, ma chère? La femme du vicaire fronça les sourcils. Une seule fois, elle disait qu'il avait été son grand malheur. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une vieille querelle théâtrale. En effet, mademoiselle Marple sourit faiblement. Les grands malheurs ne sont souvent rien d'autre que de grands amours devenus gênants. Craock s'éclaircit la gorge. Hayes, Richard, metteur en scène, disparu il y a une vingtaine d'années. Rumeur de détournement de fonds du théâtre. S'il était son amant, peut-être que quelqu'un l'a fait chanter à ce sujet. Mademoiselle Marple secoua la tête. Non, inspecteur. Si elle avait été victime de chantage, elle serait devenue secrète. Elle était rebelle. Vous l'avez entendu au cercle de tricot. Cette discussion sur les modèles inachevés. Non, Madame Blackwood préparait une révélation. Elle ne payait pas pour en cacher une. Madame Clement frissonna. Comme vous savez lire dans les gens, mademoiselle Marple, je détesterais être aussi transparente. Ma chère, dit mademoiselle Marple, personne n'est transparent. Nous sommes simplement mal pliés. À midi, le train en provenance de Londres arriva en sifflant dans la petite gare et Timothy Blackwood descendit avec une lassitude théâtrale. Il était grand, les épaules étroites, avec un visage qui aurait pu être beau s'il n'avait pas été aussi conscient de lui-même. Il portait une écharpe en velours malgré le temps doux. Craock l'attendait à la porte. « Je suis désolé pour votre mère, monsieur. »« Oui, c'est terrible, » dit le jeune homme en sortant une cigarette. Ce genre de choses arrive toujours dans des endroits comme celui-ci, n'est-ce pas? Des villages tranquilles, des passions enfouies. C'est pratiquement un genre littéraire. Peut-être, dit mademoiselle Marple, qui était apparue aussi silencieusement que le crépuscule, mais les genres dépendent des auteurs, et cette histoire, je pense, a été écrite par une main très féminine. Il cligna des yeux en la regardant. Qui est-ce? Craock sourit. Mademoiselle Marple, de St. Mary Mead. Elle a la fâcheuse habitude d'avoir raison. Ah, une de ces sibylles de village. Les yeux de mademoiselle Marple pétillèrent. Pas du tout, simplement une étudiante à la retraite spécialisée dans les modèles domestiques. Il expira la fumée paresseusement. Ma mère et moi nous disputions à propos de tout. Mon art, sa respectabilité, ses corrections incessantes. Elle m'écrivait à propos de mon écriture. Nous ne nous étions pas vus depuis 3 mois. A-t-elle jamais mentionné M. Hayes? Demanda mademoiselle Marple. Il fronça les sourcils. Hayes? Bon sang, elle ruminait encore à son sujet. C'était de l'histoire ancienne. Elle lui reprochait le scandale qui avait mis fin à sa carrière. Un scandale? Demanda Craock. Timothy fit tomber ses cendres dans le gravier. Hayes a disparu après que de l'argent a été volé dans les comptes du théâtre. Maman a toujours dit qu'il avait été piégé par un autre associé. Une femme, je crois, mais elle n'a jamais pu le prouver. Elle a gardé une boîte contenant ses lettres. Elle en a brûlé la moitié et conservé l'autre moitié précieusement. Une véritable tragédie grecque. Où se trouvait cette boîte? Demanda mademoiselle Marple. Dans le bureau du salon. Elle était vide, dit Craock d'un ton neutre. Timothy le fixa du regard. Alors quelqu'un l'a trouvée avant nous. Mademoiselle Marple inclina la tête. Oui, et peut-être s'est-il retrouvé dans son contenu. Cet après-midi-là, l'inspecteur et mademoiselle Marple examinèrent les affaires de feu madame Blackwood dans le salon, qui ressemblait désormais moins à une scène de crime qu'à un sanctuaire. La pluie frappait doucement les fenêtres, transformant chaque vitre en miroir. Parmi les tiroirs bien rangés et les cadres polis, mademoiselle Marple découvrit un programme de théâtre dont les bords étaient jaunis, mais soigneusement conservés entre les pages d'un livre de cuisine. « The Lover's Knot », lut-elle à haute voix. « Adelphi Theatre, 1909. Mise en scène, Richard Hayes. Actrice principale, Hélène Blackwood. Assistante à la mise en scène, Margaret Clement. » Craock se redressa.
La femme du vicaire? En effet, répondit calmement mademoiselle Marple. Le monde, inspecteur, est plus petit que notre conscience. Ils échangèrent un regard de compréhension silencieuse. La soignée madame Clement, qui organisait des thés et citait les psaumes, avait autrefois été une fille dans les coulisses. Une fille qui avait peut-être connu à la fois l'actrice et l'homme disparu. Craock siffla. Elle n'en a jamais parlé. Elle ne l'aurait pas fait, dit mademoiselle Marple. Ceux qui ont construit une vie ordonnée parlent rarement des échafaudages qui la soutiennent. Le soir venu, le village avait un nouveau sujet de conversation. Le nom de madame Clement flottait dans les salons comme un parfum. Au salon de thé Bluebell, 2 veuves débattaient pour savoir si elles s'étaient enfuies vers la Seine ou si elles sauvaient les pêcheurs sur Seine. Mademoiselle Marple, passant tranquillement avec son panier à provisions, laissa les ragots tourbillonner. Elle savait que la vérité mûrissait mieux lorsque tout le monde pensait l'avoir déjà goûtée. Elle s'arrêta devant la porte du presbytère. Par la fenêtre ouverte, elle entendit le son faible d'un piano. Philippa Hayes, la jeune professeure de musique qui avait pris des chambres là-bas au printemps dernier, jouait. Son jeu était délicat, hésitant. Mademoiselle Marple écouta un instant, puis entra. Madame Clement leva les yeux de son bureau un peu trop rapidement. « Ma chère Jane, on dirait que vous venez pour affaire. »« C'est juste par curiosité, » répondit mademoiselle Marple en s'asseyant sur la chaise qui lui était offerte. « Je suis tombée sur un programme de The Lover's Note. Je ne savais pas que vous aviez travaillé au théâtre. » La femme du vicaire plia la lettre qu'elle était en train d'écrire. On ne se vante pas des indiscrétions de jeunesse. Cela a dû être fascinant, dit doucement mademoiselle Marple. Hélène Blackwood parlait de cette pièce il y a quelques jours. Elle semblait hantée par elle. Une pause. Puis, d'un ton différent, madame Clement dit « Certaines représentations ne s'arrêtent jamais. » Dans le couloir, le piano s'arrêta brusquement. Philippa Hayes apparut dans l'embrasure de la porte, les joues rouges. « Excusez-moi, madame Clement. »« Oh, mademoiselle Marple. »« Ne vous inquiétez pas, » dit mademoiselle Marple. « Votre musique est charmante. » La jeune fille sourit timidement. « Je ne faisais que répéter une composition de mon père. Il écrivait de petits morceaux pour ses élèves. Votre père, Richard Hayes. » Madame Clement se leva brusquement. « Philippa, la bouilloire siffle. » La jeune fille hésita, sentant la tension, puis disparut dans le couloir. Le silence s'installa, doux et tendu. Les yeux doux et brillants de mademoiselle Marple se posèrent quasi sur son hôtesse. « Ainsi, le schéma se répète, » dit-elle doucement. « Elaine Blackwood assassinée, Richard Hayes mort ou disparu depuis longtemps et sa fille vivant sous votre toit. De telles coïncidences sont rares, vous ne trouvez pas ?» Madame Clement serra les lèvres. « Dans les villages, mademoiselle Marple, les coïncidences sont la seule intimité qui nous reste. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Bien sûr, et pourtant, j'ai toujours cru que les schémas se répètent jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les défaire. » Elle se leva pour partir. La voix de madame Clement l'arrêta à la porte. « Vous pensez que j'en sais plus que ce que j'ai dit. Je pense, dit mademoiselle Marple, que nous tous, à St. Mary Mead, en savons plus que nous ne le souhaiterions. » Cette nuit-là, la pluie revint. Mademoiselle Marple s'assit près de sa lampe, son carnet ouvert, et résuma en lignes soignées « Madame Blackwood, actrice, passée avec R. Hayes. » R. Hayes, disgrâce, disparu. Monsieur Clement, assistant, lien caché. Philippa Hayes, fille, vit avec Monsieur Clement, lettre brûlée, broche disparue. Elle souligna 2 fois la dernière entrée. À côté, elle écrivit « Chaque schéma répète ses erreurs. » Puis, entendant le vent faire claquer le lierre contre la vitre, elle murmura « Les fils du passé, emmêlés dans les mains du présent. » Quelque part, au bout de la ruelle, la cloche de l'église sonna 10 coups, doucement,
délibérément, en parfaite synchronisation avec ses pensées. Le jeudi matin, Sainte Mary Mead avait une nouvelle obsession. Pas le meurtre en lui-même, les villageois s'y étaient habitués, mais la broche camée disparue, dont l'absence constituait précisément le genre de drame dont on pouvait discuter chez le boucher sans que cela soit inconvenant. Madame Bantry jurait avoir vu Madame Blackwood la porter à l'église il y a seulement 2 semaines. En ivoire sculpté, une dame avec des boucles. Très romaine, très inconvenante. Madame Price Ridley rétorqua que la broche avait l'air assez bon marché pour être étrangère. Même l'épicier donna son avis. Elle a peut-être été mise en gage, vous savez. Mademoiselle Marple, qui entendit ces débats alors qu'elle achetait du thé, écouta poliment sans faire de commentaires. Quand une communauté parle trop des objets, c'est qu'elle essaie de ne pas penser aux motifs. Elle le savait par longue expérience, c'était à ce moment-là que la vérité commençait à mûrir tranquillement sous toutes ces discussions. Dehors, l'air était encore humide après une semaine de pluie. Elle marcha dans la ruelle menant au presbytère, son ombrelle tapotant ses chaussures pratiques, son esprit ruminant la nouvelle découverte que Madame Clement avait autrefois été Margaret Hayes. Le passé, réfléchit-elle, avait la fâcheuse habitude de s'installer dans les maisons bien rangées et de se faire passer pour un meuble. L'inspecteur Craock attendait déjà dans le salon du presbytère, son chapeau posé par terre et une pile de notes à côté des tartelettes à la confiture. « Bonjour, mademoiselle Marple. J'espère que vous avez une bonne mémoire pour les bibelots. Nous avons eu des développements. » Madame Clement se tenait à la fenêtre, calme comme toujours. Philippa Hayes versa le thé, prenant soin de ne regarder ni l'un ni l'autre. Craock ouvrit une petite boîte contenant des pièces à conviction et en sortit la broche, terne sous la lumière de la lampe. Je l'ai trouvée dans le jardin de Madame Blackwood, juste sous la haie de laurier. Il y avait de la terre sur le fermoir. Quelqu'un l'a laissée tomber en quittant la maison. Le ton de Madame Clement était légèrement tendu. « Vous ne suggérez pas que j'aille enterrer des bibelots dans les haies, inspecteur ?» « Je ne suggère rien, madame, je constate. » L'épingle était tordue, probablement à la suite d'une lutte. Philippa posa la théière un peu trop rapidement. Le couvercle cliqueta. N'aurait-elle pas pu tomber quand elle est sortie ? Elle n'est pas sortie, dit doucement mademoiselle Marple. Ses chaussures étaient impeccables, mais quelqu'un d'autre aurait pu entrer par la porte du jardin. Craock se tourna vers elle. « Une théorie, une observation, dit-elle. » Le chemin devant la fenêtre du salon avait été balayé, trop balayé. C'est comme un mensonge qui a été répété. Il poussa un grognement d'admiration. « Vous et vos métaphores, mademoiselle Marple, elles ont plus de sens que mes analyses médico-légales. » Madame Clement gardait les mains jointes sur ses genoux. « Vous pensez donc que le voleur est son meurtrier ? » ?»« C'est possible, » répondit mademoiselle Marple. « Mais le vol était une idée après coup, pas l'intention première. » Quand ils partirent, Craock marcha à côté de mademoiselle Marple dans l'allée. « Entre vous et moi, dit-il, je suis plus confus que jamais. Cette broche appartenait autrefois au fils, c'était un cadeau qu'il lui avait fait il y a des années. Si quelqu'un voulait le piéger, il suffisait de la laisser tomber dehors. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Pour piéger quelqu'un, il faut de la prévoyance, inspecteur. Et la prévoyance implique une émotion tempérée par le temps. Nous n'avons pas affaire à un accès de passion, mais à une mise en scène. » « Une mise en scène ? Oui. Le corps, la mise en scène, les accessoires, tout a été réalisé. Et vous savez qui comprend la mise en scène ? » Il s'arrêta. « Les gens du théâtre. Hayes, encore. Ou ceux qui souhaitent que Hayes tombe dans l'oubli. » Cet après-midi-là, la place du village cuisait tranquillement sous un soleil timide. Mademoiselle Marple prit le thé au Bluebell pour observer plutôt que pour se rafraîchir. Philippa Hayes entra avec un paquet de partitions et s'assit près de la fenêtre, pâle
mais calme. Madame Bantry la rejoignit aussitôt, avide de tragédie en compagnie respectable. « Ma chère, quel courage !» s'exclama-t-elle. « Vivre dans cette maison après tout ce qui s'est passé. J'aime beaucoup Madame Clement, » répondit simplement Philippa. « Elle a été gentille. » Miss Marple l'observait par-dessus sa tasse. Les doigts de la jeune fille tremblaient sur la cuillère à café. Ce n'était pas vraiment de la peur, mais de l'effort, une âme qui essayait de garder sa place dans le motif. Lorsque le thé fut terminé et les commérages épuisés, Miss Marple la suivit dehors. « Ma chère, dit-elle gentiment, je me demandais si vous accepteriez de marcher un moment avec moi. Je n'aime pas poser des questions dans les coins. » Philippa hésita, puis acquiesça. Elles descendirent le chemin bordé de haies, en direction du cimetière, l'air chargé du parfum des lilas. « Vous connaissiez Helen Blackwood comme une vieille amie de votre mère ?»« Oui, » répondit la jeune fille après un moment. « Elle m'a dit une fois qu'elles avaient travaillé ensemble. Je trouvais étrange que Madame Blackwood ne semble pas se souvenir de moi. »« Elle s'en souvenait, » dit Mademoiselle Marple doucement. « Et elle avait peur de se souvenir. » Philippa s'arrêta. « Peur? De moi? Non, ma chère. De ce que vous représentiez. Vous êtes le fil lâche dans leurs dessins, la preuve que leur monde parfait avait une faille. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. « Vous voulez dire, Madame Clement ?» Mademoiselle Marple inclina la tête. « Je veux dire que le pardon est parfois confondu avec l'oubli. Je ne jugerai pas trop vite. Mais dites-moi, quand vous avez répété hier, quelle musique avez-vous joué ? Quelque chose que mon père a composé, une petite nocturne. Oui, je me souviens de la mélodie, les mêmes notes répétées, avec une seule dissonance à la fin. » Philippa murmura. « Il disait toujours que la dissonance était la vérité qui ressortait. »« Alors c'était un homme sage, » dit Mademoiselle Marple. « Gardez cette mélodie près de vous, ma chère. Vous aurez peut-être besoin de son honnêteté. » Ce soir-là, un télégramme arriva de Londres. Timothy Blackwood arrêté. Le prêteur sur gage de Cambridge Terrace a trouvé le reçu de la broche. Craock arriva au cottage de Mademoiselle Marple, rayonnant de succès. J'ai pris le jeune homme en flagrant délit. Le ticket du prêteur sur gage date de 2 jours avant le meurtre. Qu'en est-il du mobile ? Mademoiselle Marple lui servit une tasse de thé. « C'est trop tôt, inspecteur. Une broche mise en gage ne peut pas être volée plus tard sur le cadavre. » Il cligna des yeux. « Vous avez raison, à moins qu'il n'y ait eu 2 broches. » « Ou, dit-elle doucement, à moins que quelqu'un ne l'ait récupérée pour faire croire qu'elle avait été volée. La propreté de cette découverte dans le jardin me trouble. C'est ce que j'appellerais une broderie plutôt qu'une preuve. » Il soupira. « Vous pensez que le véritable meurtrier l'a placée là. Je pense que le meurtrier a une passion pour l'ordre, moral et domestique. » Ce qui signifie ? Cela signifie qu'elle a poli les chandeliers en laiton avant de tuer. Vous voyez, inspecteur, l'ordre est sa défense contre le chaos. Il la fixa du regard. Vous parlez encore de Madame Clement. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé. Je parle du type de femme qui ne supporte pas l'imperfection. Que cela décrive Madame Clement ou une autre, seul le temps le dira. Au coucher du soleil, elle marcha seule dans l'allée. Les nuages brûlaient de rose et d'or au-dessus des toits de chaume. Près de la haie, près du presbytère, elle s'arrêta, se baissant pour cueillir quelque chose dans le sol. C'était un fragment d'ivoire, minuscule, incurvé, le bord d'un camée cassé net en 2. Elle le tourna dans sa main, observant comment la lumière déclinante se reflétait sur la délicate sculpture. « Ainsi, » murmura-t-elle, « le motif commence à s'effilocher au coin. » Elle le glissa dans son réticule et continua son chemin vers la maison, où la lumière de la lampe à la fenêtre brilla bientôt dans l'obscurité. À l'intérieur, elle posa le fragment à côté de son carnet et écrivit
Camée trouvée, brisée. Symbole. Deux moitiés de vérité. Séparées depuis longtemps. Elle souligna une fois l'entrée, soigneusement, et ferma le livre. Dehors, l'horloge de l'église sonna 9 heures. Chaque coup clair, définitif et précis, comme le cliquetis des aiguilles, à tricoter, formant un motif dont la signification n'était pas encore visible, mais dont elle connaissait déjà la forme. La lumière du matin se répandait sur les cottages de St. Mary Mead, transformant les flaques d'eau en petits miroirs brillants. Mademoiselle Marple, déjà attablée pour le petit déjeuner, lisait le Daily Mail sans appétit. Le titre, « Le fils d'une actrice arrêtée pour un meurtre dans le village », avait fait son effet. Le journal décrivait Timothy Blackwood comme un peintre doué mais instable, et citait des villageois anonymes qui ne l'avaient jamais rencontré. Mademoiselle Marple plia la page avec un soupir. Le monde, songea-t-elle, aimait tellement les schémas qu'il forçait les faits à s'y conformer. À 9h30, l'inspecteur Craock arriva, chapeau à la main, l'air satisfait, comme l'odeur du tabac qui persistait. Le ticket du prêteur sur gage est authentique, mademoiselle Marple. Il a mis la broche en gage lundi. Il a prétendu que sa mère avait besoin d'argent rapidement. Quand elle a été tuée mercredi, il est revenu ici pour la récupérer, avant l'ouverture du magasin. Il a l'air coupable. Ou de la gêne filiale, dit mademoiselle Marple doucement. Les artistes n'aiment pas les scandales publics. Cela fait baisser le prix de leurs tableaux. Il fronça les sourcils. Vous pensez qu'il est innocent? Je pense, répondit-elle en beurrant son toast avec une précision délicate, que la culpabilité ne voyage jamais en train quand un postillon peut la transporter à moindre coût. Il rit malgré lui. Vous compliquez toujours les choses? Non, inspecteur, c'est la vie qui les complique. Le meurtre ne fait que les organiser. À midi, elle était de retour au presbytère, officiellement pour apporter des scones. Philippa Hayes lui ouvrit la porte, le visage pâle, les yeux cernés par le manque de sommeil. « Madame Clément se repose », murmura-t-elle. « Les journalistes ont été épouvantables. »« Alors nous allons nous asseoir dans le jardin », dit mademoiselle Marple d'un ton ferme. Elles s'installèrent dessous le poirier, où les abeilles bourdonnaient au-dessus des dernières fleurs. Les mains de Philippa tremblaient tandis qu'elle versait la limonade. La manche de son chemisier glissa, révélant une fine chaîne en argent à son poignet, à laquelle était suspendu un petit médaillon. Le regard de mademoiselle Marple s'y attarda un instant. « C'est ravissant, ma chère. Un souvenir? » « Oui, » répondit doucement la jeune fille. « Il appartenait à mon père. Je ne le quitte jamais. »« Puis-je le voir ?» Philippa hésita, puis détacha le fermoir et ouvrit le médaillon ovale. À l'intérieur se trouvait une photographie défraîchie d'un jeune homme aux traits fins et sensibles. Richard Hayes. Les yeux de mademoiselle Marple s'illuminèrent. « Ainsi, dit-elle doucement, vous le portez toujours avec vous. » Madame Clément dit qu'il faut honorer ses morts en silence. « Madame Clément est sage en beaucoup de choses, » dit mademoiselle Marple. « Mais le silence cache parfois une vérité plus forte. Saviez-vous que madame Blackwood connaissait votre père ?» La jeune fille eut l'air surprise. « Le connaissait ? Elle était dans la compagnie, oui. Je pense qu'ils étaient amis. » « Plus qu'amis, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Ils s'aimaient. Et quand il a disparu, elle a porté son nom en secret toute sa vie. Vous, ma chère, êtes l'incarnation de ce secret. » Philippa serra le médaillon dans ses doigts. « Vous voulez dire, madame Blackwood était ma mère. J'en ai bien peur. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes qui refusaient de couler. Elle ne me l'a jamais dit. Elle avait l'intention de le faire. C'était le motif dont elle parlait, celui qui devait être terminé, mais quelqu'un l'a achevé à sa place. Lorsque mademoiselle Marple quitta le presbytère,
Elle trouva l'inspecteur Craock appuyé contre son portail, l'air inhabituellement grave. « Vous aviez raison au sujet de la broche, maudit soyez-vous. Le prêteur sur gage s'est trompé dans la date. Timothy était à Londres toute la journée de mercredi. Il a un alibi en béton. » « Je n'ai jamais douté de lui, » dit mademoiselle Marple. « Alors qui ? Quelqu'un de la région. Quelqu'un de soigné. Et quelqu'un qui savait ce que signifiait cette broche. » Craock fronça les sourcils. « Nous en revenons toujours à madame Clement. » « Pas encore. Nous devons d'abord bien comprendre le mobile. Le meurtre, comme la broderie, commence par un simple fil de vanité. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple prit le train pour Melchester, où le vieux théâtre, Adelphi, se trouvait toujours entre un magasin de chapeaux et une pharmacie. La poussière flottait dans la lumière terne du hall d'entrée. Le gardien, ravi d'avoir de la compagnie, sortit des archives de photographies et de coupures de presse. Voici, mademoiselle. The Lover's Note, 1909. Une belle production d'après ce qu'on m'a dit. Lady Blackwood, alors mademoiselle Blackwood, y tenait le rôle principal. Son beau gosse était ce Hayes, un type intelligent jusqu'au scandale. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Vous souvenez-vous de la nature de ce scandale ? De l'argent avait disparu de la caisse des costumes. La rumeur disait que Hayes l'avait pris pour payer ses dettes de jeu. D'autres prétendaient que l'assistante, Maggie Hale, était impliquée. Elle a disparu, elle aussi. « Maggie Hale », répéta doucement mademoiselle Marple. « Maintenant, madame Clement. Les gens changent souvent de nom de famille, mais rarement leur écriture. » Il cligna des yeux. « Pardon ? Rien. Mon cher monsieur, je commence simplement à voir le tableau dans son ensemble. » De retour à St. Mary Mead, les cloches de l'église sonnèrent les vêpres lorsqu'elle revint. Elle trouva madame Clement en train d'arranger des fleurs dans la nef, ayant retrouvé son calme. La lumière du soleil, filtrée par les vitraux, éclairait son visage de couleurs apaisantes. « Vous avez l'œil d'une artiste, » dit mademoiselle Marple. « Quelle harmonie de ton et de texture !»« Je préfère l'équilibre à la beauté, » répondit la femme du vicaire. « La beauté trompe. » Pourtant, vous avez travaillé dans le théâtre, où l'illusion est reine. Madame Clement se figea, une rose encore à la main. Vous avez fouillé dans de vieux programmes de théâtre. Je ne faisais que mettre de l'ordre dans l'histoire, dit doucement mademoiselle Marple. Vous étiez alors Maggie Hale, n'est-ce pas? L'assistante de M. Hayes et la confidente d'Hélène Blackwood. Pendant un instant, l'autre femme retint son souffle. Puis elle dit calmement, « Je les ai aidés, oui, jusqu'à ce que l'argent disparaisse. Il s'est évanoui dans la nature et je me suis retrouvé seul à répondre aux questions. Mon fiancé, qui est aujourd'hui vicaire, n'était au courant de rien. J'ai changé de nom et j'ai recommencé ma vie. Et Madame Blackwood? Elle ne s'est jamais manifestée. Je l'ai méprisée pour cela. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Pourtant, vous lui avez suffisamment pardonné pour l'inviter chez vous. » Madame Clement esquissa un sourire. « Le pardon, mademoiselle Marple, ce n'est pas la réconciliation, c'est le contrôle. » Cette nuit-là, on frappa doucement à la porte de mademoiselle Marple. Philippa Hayes se tenait là, son châle bien serré autour d'elle. « Je ne peux pas rester au presbytère, » murmura-t-elle. « Madame Clement me fait peur. Elle dit que je ne devrais pas aller voir la police au sujet de ma mère, que cela ne ferait que nous couvrir de honte. »« Entrez, ma chère, » dit mademoiselle Marple en la guidant vers la cheminée. « Vous resterez ici cette nuit. » La jeune fille s'enfonça dans le fauteuil, les mains serrées autour d'une tasse de thé. « Je n'arrête pas de me dire, si madame Clement savait tout, pourquoi voudrait-elle nuire à ma mère maintenant ?» La voix de mademoiselle Marple était très douce. « Parce que certaines personnes peuvent vivre avec leur culpabilité pendant des années, à condition qu'elles restent parfaitement immobiles. Mais lorsque la culpabilité commence à bouger,
elle la réduise au silence. Philippa la regarda. « Alors vous croyez qu'elle… » « Je crois qu'elle a rangé pendant 25 ans, ma chère. Et ranger est un travail épuisant. » Longtemps après que Philippa se soit endormie dans la chambre d'amis, mademoiselle Marple s'assit près du feu mourant, son carnet ouvert. Elle écrivit « Madame Clement, genre Maggie Hale, scandale Hayes, Elaine Blackwood, Rack, la mère de Philippa. » La culpabilité divisée, l'une a fait taire l'autre. Puis elle souligna 2 fois et ajouta « l'ordre confondu avec la vertu ». Dehors, une horloge sonna minuit. Le son roula doucement à travers le village, comme le lent déroulement d'un fil. Dans son écho, elle entendit ce qu'elle entendait toujours à ce moment-là dans un motif. Le clic faible et sûr lorsqu'une boucle glisse proprement dans une autre. Le matin arriva gris et balayé par le vent, comme si le village lui-même souhaitait se débarrasser des résidus de secret. Mademoiselle Marple se leva tôt, l'esprit déjà occupé par le motif qui commençait à se révéler. Philippa dormait encore dans la chambre d'amis. Le visage de la pauvre fille était tourné vers la fenêtre, paisible dans son épuisement. Mademoiselle Marple ferma doucement la porte et descendit allumer le feu. On frappa à 8h30. C'était l'inspecteur Craock, qui semblait plus harassé que d'habitude et portait une sacoche contenant des preuves qui sentaient légèrement la poussière et l'huile de lin. « Bonjour, mademoiselle Marple. J'ai pensé qu'il valait mieux vous consulter avant le petit déjeuner. Nous avons fait une nouvelle fouille de la maison de madame Blackwood. Nous avons trouvé quelque chose de particulier. J'ai souvent pensé, dit mademoiselle Marple d'un ton doux, que particulier était le synonyme poli de important à Scotland Yard. Entrez, je vous en prie. » Il posa la sacoche sur la table et en sortit un panier à tricot en osier, doublé de chintz délavés, dont les poches étaient remplies de pelotes de laine grise et bleue. Sa femme de ménage jure qu'elle l'avait laissé dans le placard du salon. Quelqu'un l'a déplacé après la découverte du corps. Jetez-y un œil. Mademoiselle Marple souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un carré à moitié tricoté, le même motif que madame Blackwood était en train de réaliser ce mardi-là. Des losanges, à l'intérieur d'autres losanges. Mais un coin était incorrect. Le motif avait été inversé à mi-chemin, formant une image miroir de lui-même. Ses doigts touchèrent la laine. Elle était raide à un endroit, et une légère tache brune séchée était dissimulée sous le pli inversé. « Cette partie a été retournée, » dit-elle, « pour cacher ce qui ne devait pas être vu. » Craock se pencha vers elle. « Du sang? Peut-être. Et remarquez ceci. Les aiguilles. Vous voyez la différence de taille? Une numéro 4, une numéro 6. Elle tricotait de manière inégale. Une femme qui appréciait la symétrie ne l'aurait jamais tolérée. Elle leva les yeux. Quelqu'un a remplacé une aiguille après le meurtre. L'inspecteur siffla doucement. Un nouveau jeu pour dissimuler celui qui manquait, notre arme. Exactement, un remplacement soigné pour une conscience tranquille. Il prit note. Nous avons également trouvé ceci sous la doublure du panier. Il sortit une enveloppe pliée, brûlée sur un bord. À l'intérieur se trouvaient 3 bouts de papier, les restes d'une vieille lettre. L'écriture, gracieuse et inclinée, portait les initiales R.H. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. Encore Richard Hayes, la même écriture que les lettres brûlées derrière le seau à charbon. Lisez ce qui reste, s'il vous plaît. Craock s'éclaircit la gorge. Ne peut pas vivre dans le mensonge. Margaret ne pardonnera jamais. Hélène doit décider. Il leva les yeux. Donc, notre madame Clement était au courant depuis le début. Oui, et elle avait pris sa décision bien avant Hélène. En fin de matinée, mademoiselle Marple se rendit au presbytère sous le prétexte respectable de rendre un livre de cantiques. Le jardin sentait la terre humide,
Les pétales du poirier étaient tombés comme des confettis blancs sur le chemin. Madame Clement l'accueillit à la porte, sereine comme toujours. « Ma chère Jane, vous avez été une bénédiction pour Philippa en l'accueillant chez vous. Pauvre enfant, elle est si sensible. »« Elle s'en remettra, » dit mademoiselle Marple. « La jeunesse a le mérite d'être élastique. » « Tout à fait. » Le ton de la femme du vicaire était froid. Nous ne devons pas laisser nos sentiments obscurcir notre jugement. Les larmes ne peuvent ramener les morts à la vie. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent. Non, seulement les souvenirs, et c'est bien plus gênant. Madame Clement hésita. Vous avez découvert quelque chose. Quelques particularités domestiques. J'ai trié les tricots de madame Blackwood. Comme c'est féminin de votre part. Cela peut être révélateur. Par exemple, on apprend que le motif d'une femme révèle sa nature. Une rangée inversée, une maille tombée, toujours une confession de pensée. Madame Clement sourit faiblement. Je vous assure, mademoiselle Marple, que je n'ai rien à confesser. Personne n'a jamais rien à confesser jusqu'à ce que le motif l'exige. Mademoiselle Marple se tourna vers le salon. Puis-je voir où vous gardiez votre panier à tricot, ma chère? La question était anodine, mais son effet ne l'était pas. Madame Clement perdit son sang-froid pour la première fois. Pourquoi voudriez-vous voir cela? Parce que celui de madame Blackwood a été déplacé, et parce que la taille de ses aiguilles ne correspondait pas. L'une d'elles a été remplacée, je pense, par une autre provenant du kit d'une autre femme. Le silence qui suivit était aussi tendu que le fil d'une bobine. Finalement, madame Clement dit doucement « Vous êtes une femme extraordinaire. Je suis seulement observatrice. Vous croyez que je l'ai tuée? Je crois, dit doucement mademoiselle Marple, que vous avez rangé quelque chose qui était devenu désordonné dans votre conscience. » Madame Clement plissa les yeux. Et quel serait mon mobile? Préserver l'ordre, garder le passé dans sa boîte. Vous vous êtes construit une vie vertueuse, Margaret. Oui, je connais votre nom. Et la seule personne qui pouvait en révéler les fondements est revenue. Ses lèvres tremblèrent. Puis, avec un calme soudain, elle dit « Même si c'était vrai, de quel droit ?»« Je n'ai aucun droit, » dit mademoiselle Marple doucement. « Seulement l'habitude de réparer les tissus déchirés quand je les vois. » Madame Clement se détourna. « Vous devriez partir, mademoiselle Marple. »« Je le ferai. Mais avant de partir, encore une chose. Cette jeune fille, Philippa, porte à la fois vos péchés et ceux d'Hélène. Soyez gentil avec elle. Sinon, votre minutie deviendra cruauté. » L'autre femme ne répondit pas. Elle tenait les épaules droites, les mains jointes comme pour prier. Mademoiselle Marple partit tranquillement, laissant derrière elle un léger parfum de lys qui se répandit dans la lumière du soleil. À l'heure du thé, elle retrouva Craock dans son cottage pour lui faire part de ses découvertes de la matinée. Il semblait profondément troublé. « Si vous avez raison, c'est la première fois que je vois un meurtre entièrement motivé par le ménage. C'est plus ancien que cela, inspecteur. Ève a commencé quand elle a rangé le trognon de pommes. » Il cligna des yeux. « Alors, que faisons-nous ?»« Nous attendons, » dit mademoiselle Marple. « Les personnes vraiment ordonnées ne supportent pas les détails inachevés. Madame Clement viendra régler les siens. » La nuit tomba tôt, apportant un vent faible et l'odeur de la pluie. Vers 9 heures, alors que mademoiselle Marple rangeait son plateau à thé, des pas se firent entendre sur le gravier. La sonnette retentit une fois, doucement. Elle ouvrit la porte et trouva madame Clement, pâle mais calme, un ouvrage de tricot plié dans les mains. « J'ai apporté l'écharpe de Philippa, » dit-elle. Elle l'avait laissée au presbytère. Quelle attention! Mademoiselle Marple s'écarta. « Entrez, je vous en prie. » La femme du vicaire entra et jeta un coup d'œil autour d'elle dans le salon confortable. « Vous vivez comme j'espérais vivre autrefois. Tranquillement, proprement, sans ombre. Les ombres,
dit mademoiselle Marple, sont la seule preuve que nous avons de la lumière. Madame Clement posa la laine pliée sur la table. Vous trouverez l'aiguille manquante à l'intérieur. Il m'aurait semblé malhonnête de la garder. Mademoiselle Marple ne bougea pas. Et le reste? La vérité elle-même? Madame Clement sourit faiblement. Cela, je crains de ne pouvoir le rendre. Cela appartient désormais à Dieu. Elle se tourna vers la porte. Margaret, dit mademoiselle Marple doucement, il préfère que ses dons restent bruts. Pendant un instant, la femme resta figée, puis se précipita dans l'obscurité, le loquet claquant doucement derrière elle. Mademoiselle Marple ouvrit le tricot plié. L'aiguille brillait, fine et acérée, légèrement décolorée près de la pointe. Quelques fibres cramoisies s'accrochaient à la laine. Elle l'enveloppa soigneusement dans un mouchoir et la posa à côté de son carnet. Sur une page vierge, elle écrivit « Arme rendue par la conscience ». Le tueur ne se reposera pas tant que le motif ne sera pas complet. Dehors, la pluie recommença à tomber, douce et persistante, comme si elle lavait le monde. Mademoiselle Marple resta assise à écouter, ses aiguilles suspendues au-dessus de la nouvelle laine. Le rythme de la tempête correspondait à sa calme certitude. Le motif était presque terminé, mais il restait encore un point, une confession à venir. Le samedi, le village avait décidé qu'il y avait eu assez de tragédies pour une semaine, et rien n'apaisait mieux les nerfs de St. Mary Mead qu'un thé au presbytère. Les pelouses étaient tondues, les scones beurrées, et Madame Clement, miraculeusement calme, était à nouveau le centre de son royaume domestique. La perfection même des préparatifs était, aux yeux de mademoiselle Marple, le signe le plus sûr d'une âme en proie à l'agitation. Elle arriva ponctuellement à 4 heures, accompagnée de Philippa Hayes. La jeune fille avait insisté pour rendre publiquement grâce à Madame Clement pour sa gentillesse. « Si je ne viens pas, murmura-t-elle, les gens penseront qu'il y a de la honte. » Mademoiselle Marple sourit. « Ma chère, à St. Mary Mead, les gens pensent qu'il y a de la honte quand il y a du silence. Mieux vaut servir le thé et les laisser parler jusqu'à épuisement. » À l'intérieur, le salon rayonnait d'ordre. L'argenterie brillait, les roses s'étaient disposées en rangées bien ordonnées, et l'odeur du gâteau, éponge, flottait comme une bénédiction. Les invités, Madame Bantry, les Hartnell et quelques fidèles de la paroisse, étaient déjà installés lorsque l'inspecteur Craock entra, prétendant que sa présence était purement sociale. « Comme c'est agréable, » dit Madame Clement d'une voix calme. « Un policier au thé, c'est très rassurant. » « Je ne suis pas en service, madame, » répondit Craock. « Mais ne pas être en service ne signifie pas pour autant ne pas observer. » Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement tandis qu'elle tricotait sur ses genoux, un geste domestique qui rassurait tout le monde, sauf les coupables. Elle regarda Philippa verser le thé et remarqua que la main de madame Clement ne trembla qu'une seule fois, lorsque la jeune fille lui offrit une tasse. « Encore du sucre, madame Clement ?»« Non, merci. Je préfère les choses non sucrées. » La remarque resta suspendue dans l'air, comme un verset d'un psaume mal cité. Lorsque les conversations formelles se furent réduites à des murmures, mademoiselle Marple leva les yeux doucement. « Vous avez un tel talent pour l'harmonie, ma chère. Même vos sandwichs sont symétriques. » Le sourire de madame Clement ne faiblit pas. « J'aime la précision. Elle permet de garder le contrôle. » « En effet, » dit mademoiselle Marple. « Mais j'ai remarqué que lorsque ce contrôle est trop strict, il peut parfois rompre le fil. » Madame Bantry gloussa. « Jane, on dirait un de vos romans policiers. » Les yeux de mademoiselle Marple pétillèrent. « Peut-être bien. » Elle se tourna vers Craock. « Dites-moi, inspecteur, avez-vous finalement retrouvé le propriétaire de ce ticket de gage ?
Craoc joua son rôle à la perfection. Oh oui, il s'agissait d'une contrefaçon, très bien faite. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour la rendre convaincante. Un léger murmure parcourut l'assemblée. La main de Madame Clement s'immobilisa sur la théière. « Quelle ingéniosité !» murmura Mademoiselle Marple. Un ticket falsifié, une broche égarée, un jardin parfaitement aménagé. Celui qui a orchestré tous ces détails doit avoir un don pour l'organisation que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'envier. Madame Clement dit calmement « L'ordre est le commencement de la moralité, Mademoiselle Marple. » « Où son déguisement ?» répondit doucement Mademoiselle Marple. L'horloge sonna 4h30. La conversation reprit avec une gaieté nerveuse. Craoc se mit à raconter une histoire à propos d'un policier et d'une vache errante. Madame Bantry rit trop fort. Seule Philippa restait silencieuse, les yeux baissés. Puis vint le moment. Le vicaire, revenant de manière inattendue de ses visites paroissiales, entra, sa soutane flottant au vent et un petit paquet de courriers à la main. « Ma chère, dit-il joyeusement, des lettres de Melchester. Une pour vous, Margaret. Elle a l'air ancienne, elle a été réexpédiée. » Il lui tendit une enveloppe brunâtre, dont les bords étaient fragilisés par le temps. Madame Clement pâlit. L'écriture, élégante et reconnaissable entre toutes, indiquait Richard Hayes. Pendant un instant suspendu, seul le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. Philippa se leva lentement. « Puis-je voir ça, Madame Clement ?»« C'est à moi, » murmura la femme. « Peut-être, » dit doucement Mademoiselle Marple, « mais ces mots vous étaient destinés à toutes les deux autrefois, l'un par amour, l'autre par confiance. » Madame Clement s'effondra dans son fauteuil. « Après 25 ans, pourquoi maintenant ?»« Parce que les schémas, ma chère, » dit Mademoiselle Marple, « finissent toujours par se réaliser. Même les lettres perdues finissent par arriver. » L'inspecteur déplia soigneusement la feuille. « Puis-je lire ce qui reste ?» Madame Clement acquiesça, son sang-froid ayant disparu. Il lut à haute voix. « Ma chérie, s'il m'accuse, tu dois dire la vérité. Tu sais où est passé l'argent. Te protéger ne vaut pas sa ruine. Si le silence doit être gardé, que ce soit le tien, pas le sien. » RH. Craoc replia la feuille. Hayes a donc endossé la responsabilité. Madame Clement agrippa le bord de la nappe. Il n'aurait jamais dû écrire cela. Il ne m'a pas laissé le choix. Si j'avais parlé à ce moment-là, le vicaire, qui est maintenant mon mari, aurait été humilié avant son ordination. Hélène a promis de se taire, mais elle m'a écrit le mois dernier pour me dire qu'elle avait l'intention de tout raconter à Philippa. Cela l'aurait détruit. « Le détruit ?» répéta doucement Mademoiselle Marple. « Où détruit votre vision de la perfection ?» Les larmes montèrent, mais ne coulèrent pas. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai construit chaque jour de ma vie sur la vertu, le service, la charité, l'ordre. Elle voulait tout détruire. Je suis allé ce soir-là uniquement pour la supplier. Nous nous sommes disputés. Je ne me souviens pas l'avoir frappée, seulement qu'elle est tombée en avant. Et l'aiguille... Un son échappa à Philippa, mi-sanglot, mi-incrédulité. « Vous avez tué ma mère. » Madame Clement baissa la tête. « J'ai gardé son secret pendant 25 ans. Je pensais que cela méritait le pardon. » La voix de Mademoiselle Marple était douce comme les dernières pages d'un livre. « Le pardon, ma chère, ne se mérite pas. C'est pourquoi il est divin. » Craoc fit un signe discret. Un agent qui attendait dans le hall s'avança. Les invités, pâles et silencieux, firent semblant de ne rien remarquer. Madame Clement se leva, redressant son col. « Je vous suivrai sans résistance, inspecteur. Il ne faut pas déranger le vicaire avant la fin de l'office du soir. » Philippa se leva aussi, tremblante.
Vous parlez comme s'il s'agissait d'une simple affaire domestique. D'une certaine manière, répondit la femme plus âgée avec un calme tragique, c'est le cas. La porte se referma derrière eux. Le service à thé resta intact. Les gâteaux semblaient soudain grotesques dans leur perfection. Un petit pétale de rose tomba dans une soucoupe, brisant enfin la symétrie. Ce soir-là, Mademoiselle Marple et Philippa rentrèrent chez elles à pied, à travers un village plongé dans le crépuscule. La jeune femme ne dit rien jusqu'à ce qu'elles atteignent le portail du cottage. Elle n'était pas méchante, dit-elle enfin. Elle avait juste peur du désordre. Oui, dit Mademoiselle Marple, le genre de désordre qui ne peut être réparé avec du fil et une aiguille. Philippa leva les yeux vers la douce lueur qui émanait de la fenêtre du cottage. Que va-t-il lui arriver? Elle avouera tout, elle trouvera peut-être même la paix. Certains motifs, lorsqu'on les défait, révèlent une miséricorde sous-jacente. Les yeux de la jeune fille brillèrent. « Et moi, que vais-je faire maintenant? Tu vas recommencer à zéro, ma chère, dit mademoiselle Marple en ouvrant la porte. Avec un nouveau motif, honnêtement réalisé, même si les mailles ne sont pas régulières. Plus tard, seule près de son feu, mademoiselle Marple ajouta une dernière ligne à son carnet. Le fil est revenu à sa pelote légitime. La perfection s'est défaite, la vérité a été restaurée. Elle ferma le livre, posa son tricot et écouta le son lointain de la cloche de l'église annonçant les vêpres. Cela ressemblait moins à un deuil qu'à une libération. Dehors, les derniers rayons du soleil couchant s'évanouissaient sur St. Mary Mead, chaud et miséricordieux. À l'intérieur du cottage, mademoiselle Marple sourit faiblement et murmura « Ainsi s'achève le motif, imparfait et donc humain. » Le soir tomba avec une douceur qui contrastait avec ce que la journée avait été. Le presbytère, désormais maison de chuchotement, se dressait contre le ciel pâle comme une silhouette respectable. Ses fenêtres faiblement éclairées, ses rideaux déjà à demi tirés dans une modestie instinctive. Mademoiselle Marple, qui ne se fiait jamais au calme trop tôt après une confession, était assise près de la fenêtre de son salon, regardant la lumière de la lampe trembler sur la ruelle, inondée. Les confessions, songeait-elle, complétaient rarement le motif. Elles ne faisaient que desserrer le dernier point. Elle venait à peine de s'installer avec son tricot lorsque le loquet cliqueta et que l'inspecteur Craock entra sans cérémonie. Les bottes mouillées, le visage empreint à la fois de triomphe et d'inquiétude. « Elle a signé la déclaration, dit-il. Calme comme tout, elle a tout avoué. Nous l'emmènerons à Melchester ce soir. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Et le vicaire? Il est à l'église, en train de prier. Il dit que le Seigneur pardonne tout. » Il se frotta le front. « Je préférerais qu'il s'occupe aussi de la paperasse. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Le pardon, comme la paperasse, exige de la précision. « Dites-moi, a-t-elle mentionné les lettres ?» Craock fronça les sourcils. « Seulement qu'elle a brûlé le reste avant de quitter la maison cette nuit-là. »« Hein ?» dit mademoiselle Marple. « Alors le schéma se dévoile, effectivement. Il ne faut jamais tirer sur un fil moral, à moins d'avoir l'intention de le suivre jusqu'au bout. » 1 heure plus tard, elle prit son parapluie et sortit sous la pluie. St. Mary Mead était calme. La lumière des lampadaires se reflétait dans les flaques d'eau. Les commérages s'étaient temporairement réduits au silence par la culpabilité. À l'église, elle trouva le vicaire, agenouillé seul. La lumière des bougies dorait ses cheveux clairsemés. Sa voix était basse, calme, presque soulagée. « Elle m'a tout dit, » dit-il doucement en se levant. « Je pensais que l'œuvre de ma vie était fondée sur la foi, mais en réalité, elle était fondée sur le mensonge. Que dois-je faire maintenant ?» La réponse de mademoiselle Marple fut douce. « Continuez votre travail, mon cher. Seulement, désormais, il sera fondé sur la vérité. C'est une base beaucoup moins confortable, mais elle ne se fissure pas.
Il inclina la tête. « Vous avez une étrange forme de miséricorde, mademoiselle Marple. »« De l'observation, » corrigea-t-elle gentiment. « La miséricorde vient après. » Quand elle rentra chez elle, Philippa l'attendait près du feu, toujours vêtue de la simple robe noire que mademoiselle Marple avait repassée plus tôt dans la journée. La jeune fille semblait plus âgée, de plusieurs années. « Ils l'ont emmenée, n'est-ce pas ?»« Oui, je voulais la détester, » dit Philippa doucement. Mais quand elle est sortie avec le policier, elle avait l'air si vide, comme si elle avait accompli tout ce qu'elle avait toujours voulu faire. Miss Marple posa une main sur son épaule. « C'est le cas, ma chère. C'est ce qui rend la situation supportable pour ceux qui doivent continuer à vivre. » Philippa leva les yeux, les larmes aux yeux. « Ma mère voulait-elle vraiment me dire la vérité ? » ?»« Oui. La lettre qu'elle vous a laissée est chez l'inspecteur Craock. Il vous l'apportera demain. J'imagine qu'elle dit ce qu'elle n'a jamais eu le courage de dire, que l'amour, lorsqu'il est enseveli sous la honte, devient son propre poison. » La voix de la jeune fille tremblait. « Vous croyez cela ? » ?»« Je l'ai vu, » répondit mademoiselle Marple. « Dans les mariages, dans les comités, dans les associations féminines. Les gens sont prêts à tout plutôt que d'admettre qu'ils ont eu tort. » Le lendemain matin, le jour se leva, clair et pâle. La nouvelle s'était répandue. La femme du vicaire avoue le meurtre de l'actrice. Le village, selon sa propre logique, se sentait purifié. Madame Bantry prépara des scones pour le pauvre vicaire. Madame Price Ridley proposa de nouveaux rideaux pour la sacristie et l'épicier disposa des violettes dans sa vitrine, par respect. Sainte Mary Mead rétablissait toujours rapidement l'ordre, car le chaos heurtait son sens esthétique. Miss Marple, cependant, ne ressentait aucune satisfaction, seulement la mélancolie tranquille qui suit une vérité trop longtemps retardée. Elle se rendit à pied au cottage désert de Madame Blackwood, avec la clé empruntée à Craock, et entra seule. La pièce était exactement comme avant. Un fauteuil, une grille froide, une légère trace de violette persistante sous l'odeur de la poussière. Elle se dirigea vers la petite table où se trouvait autrefois le panier à tricot. Quelques fils étaient restés accrochés à une écharde de bois, gris et cramoisis entrelacés. Elle les détacha et les roula entre ses doigts. « Toujours deux brins, » murmura-t-elle. « L'amour et la fierté. Tous deux forts, tous deux fragiles. » Sur la cheminée se trouvait une photo de Richard Hayes, depuis longtemps oublié par la justice, mais pas par ses fantômes. Son regard était franc, fatigué, bienveillant. « On t'a fait du tort, ma chérie, » dit-elle doucement. « Mais tu ne m'aurais pas remercié pour ma vengeance, seulement pour ma lucidité. » Elle remit la photo à la verticale et referma la porte derrière elle. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craock revint avec la lettre promise. Philippa la déplia sur la table de la cuisine, tandis que mademoiselle Marple était assise à côté, tricotant à un rythme régulier, protecteur. « Ma chère enfant, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à te parler de mon vivant. Pardonne-moi. J'aimais sincèrement ton père, et cet amour m'a rendu lâche. Je craignais davantage le jugement du monde que le péché. Si quelqu'un d'autre a mis fin à mon silence, c'est peut-être par miséricorde. Ne te souviens pas de moi comme de la femme qui t'a caché, mais comme de celle qui t'a souhaité la lumière. Ta mère, Hélène. » Philippa posa la lettre, les larmes coulant maintenant librement. « La lumière, » murmura-t-elle. C'est ce qu'elle a toujours essayé de trouver sur scène. Miss Marple acquiesça. Et ce que Madame Clement s'efforçait tant d'éviter. À elles deux, elles ont écrit la tragédie de tout village anglais respectable. Une femme a péché et l'a cachée. Une autre a péché en la haïssant pour cela. Craock regarda tour à tour les deux femmes, mal à l'aise,
Vous donnez à cela un côté presque poétique. Ça l'est, répondit mademoiselle Marple. Les êtres humains commettent rarement des crimes prosaïques. Il toussa. Le magistrat veut un rapport complet. Mais je vais vous dire une chose. Sans vous, nous n'aurions jamais vu le schéma. Elle sourit, les yeux brillants d'une douce malice. Vous l'auriez vu, inspecteur? Mais à l'envers. Cette nuit-là, le vent se leva à nouveau, secouant les lilas contre les vitres. Mademoiselle Marple était assise seule, avec son carnet, écrivant les dernières lignes. Le schéma moral est complet. Victime et meurtrier, miroir et reflet. L'ordre est rétabli, mais jamais la perfection. Elle fit une pause, puis ajouta en plus petits caractères. La perfection n'appartient qu'aux morts et au tricot terminé. Posant son stylo, elle prit la laine qu'elle avait commencée la semaine précédente, un carré doux de couleur cramoisie et grise, et vit immédiatement qu'un seul point avait glissé près du coin. Elle hésita, puis sourit et le laissa tel quel. « Laisse-le, murmura-t-elle. Une imperfection le rend authentique. » Dehors, Sainte Mary Mead dormait sous une lune claire, ses toits scintillant comme de la porcelaine. La cloche du vicaire sonna l'heure, lentement, solennellement, mais sans tristesse. Dans son cottage, mademoiselle Marple plia son tricot, ferma son carnet et éteignit la lampe. Dans le silence qui suivit, le faible écho des aiguilles semblait persister, régulier, rythmé, ininterrompu, comme le son du triomphe discret d'une vieille femme, non pas sur le péché, ni sur le crime, mais sur la tromperie elle-même. Le dimanche suivant se leva dans une luminosité trompeuse, le soleil dorant chaque haie et chaque toit de Sainte Mary Mead, comme si rien de déplacé ne s'y était jamais produit. Pourtant, le silence qui suivit les cloches de l'église n'était pas la paix, mais la suspension, un souffle collectif retenu entre le scandale et le soulagement. À l'intérieur de la salle paroissiale, la réunion hebdomadaire du Women's Institute avait été réorganisée pour discuter de l'entretien de la paroisse. Tout le monde savait que cela signifiait le meurtre. Mademoiselle Marple était assise à sa place habituelle, près de la fenêtre, son tricot plié à côté d'elle. Elle attendit que le bourdonnement des commérages atteigne son premier crescendo satisfaisant, le moment où les mots commençaient à s'effilocher dans l'imagination. Puis se leva tranquillement. « Mes chers, dit-elle d'une voix douce mais porteuse, je crains que vous n'ayez omis quelques détails dans votre récit des événements. » Les bavardages cessèrent immédiatement. Même Madame Bantry semblait décontenancée. Mademoiselle Marple poursuivit, les mains jointes devant elle. La mort de Madame Blackwood, Hélène Blackwood, n'était pas un acte aléatoire comme certains l'imaginent, ni le mélodrame que les journaux préfèrent. C'était un schéma, tissé de longue date, dont aucun d'entre nous n'avait remarqué le dessin, parce qu'il était cousu dans nos vertus domestiques mêmes. Madame Price Ridley renifla. « Vraiment, mademoiselle Marple, les vertus ne tuent pas les gens. »« Non, dit doucement mademoiselle Marple, mais elles les étranglent parfois. Vous voyez, la vie de madame Blackwood était façonnée par la passion et le repentir, celle de madame Clement par la bienséance et la peur. Chacune s'accrochait au fil qu'elle avait choisi jusqu'à ce qu'il devienne un nœud coulant. Le silence s'épaissit. Par les fenêtres ouvertes, on entendait le faible carillon de l'horloge de l'église, aussi précis que le jugement. Elle s'est rendue au cottage de madame Blackwood ce soir-là pour implorer son silence, poursuivit mademoiselle Marple. Des mots ont été prononcés, trop, et lorsqu'une vérité a finalement refusé de rester enfouie, madame Clement a frappé. L'aiguille était à portée de main, symbole le plus proche de sa vie, ordonnée, domestique, obéissante. Après coup, elle a arrangé la scène, échangé les aiguilles, balayé le chemin, caché la laine tachée, car l'ordre était son credo. Madame Bantry porta la main à sa gorge.
Elle semblait tellement distinguée. Elle l'était, répondit mademoiselle Marple. Les femmes distinguées commettent la plupart des crimes de conscience. Elles préfèrent simplement que leur tragédie soit impeccable. Plus tard dans l'après-midi, dans le bureau du presbytère où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, l'inspecteur Craock se tenait debout près du bureau vide, lisant son rapport à haute voix. « Vous donnez à cela un ton biblique, mademoiselle Marple. »« C'est le cas, » répondit-elle. « Caïn a tué Abel dans un champ. Margaret Clément a tué Helen Blackwood dans un salon. Tous deux croyaient protéger la vertu. » Il referma le dossier. Le ministère public ne le contestera pas. Elle coopère. Mais dites-moi, pourquoi vous a-t-elle apporté l'aiguille? Par conscience? Non, dit mademoiselle Marple. Un sentiment d'achèvement. Même les meurtriers n'aiment pas les travaux inachevés. Ce soir-là, Philippa Hayes se rendit au cottage, la lettre serrée entre ses deux mains. « Ils l'ont enterrée aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Les journaux ont cessé d'écrire. Tout semble si calme. »« Le calme, » dit mademoiselle Marple en versant le thé. « C'est le bruit de la vérité qui s'installe. » Philippa s'assit en face d'elle. « Madame Clément va être pendue, n'est-ce pas? »« J'en doute. Le jury entendra parler de son dévouement, de ses services, de ses nerfs fragiles. La société aime les repentis ordonnés. » Les yeux de la jeune fille se rempliraient de larmes. « Ça me semble toujours injuste. »« L'injustice, » dit doucement mademoiselle Marple, « c'est simplement ce qui reste lorsque l'ordre et la miséricorde refusent de s'accorder. » Philippa regarda la laine pliée sur la table, le même morceau cramoisi et gris que mademoiselle Marple avait tricoté tout au long de la conversation. « Vous l'avez terminé. »« Oui. Mais il y a un défaut, vous voyez. Ici, là où le motif glisse. Je l'ai laissé tel quel. »« Pourquoi? » ?»« Parce que la perfection, dit mademoiselle Marple, appartient aux morts. Au crépuscule, elle se rendit au cimetière. Les pierres lavées par la pluie brillaient faiblement sous un ciel couleur éteint. À côté de la nouvelle tombe, le vicaire s'agenouilla pour y déposer des violettes fraîches. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Elle aurait aimé cela, » dit-elle doucement. Il acquiesça. Elle aimait l'ordre, même dans les fleurs. Je continue à me demander, ma piété valait-elle un tel prix? La piété n'a jamais demandé de prix, répondit mademoiselle Marple. Seule la fierté l'a fait. Il se leva lentement. Vous voyez le péché partout, mademoiselle Marple. Non, dit-elle. Je vois des gens. La distinction est subtile. Ils se séparèrent avec une révérence discrète. Derrière elle, la cloche de l'église se mit à sonner, chaque note s'évanouissant comme un pas dans le temps. Plus tard, de retour dans son cottage, elle écrivit la dernière entrée dans son carnet. Affaire classée. Victime, Helen Blackwood. Meurtrière, Margaret Clément, née Hale. Mobile, peur du désordre. Leçon, la vertu sans humilité engendre la violence. Elle marqua une pause, puis ajouta une dernière ligne. Aucun modèle n'est à l'abri de sa propre perfection. Pliant soigneusement la page, elle posa le livre à côté de son tricot plié et éteignit la lampe. Dehors, la pluie recommençait à tomber, douce, persistante et purificatrice, comme si le village lui-même était lavé de son apparence d'innocence. Par la fenêtre ouverte, flottait le parfum des violettes mouillées et le battement régulier des gouttes sur le rebord, doux échos des aiguilles frappant leur cible, boucle après boucle, achevant la dernière rangée. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle, tremblant sur les tasses en porcelaine de la table du petit déjeuner de mademoiselle Marple. La pluie de la nuit avait lavé le monde. Les oiseaux s'affairaient dans les haies, gazouillant comme si tout ce qui avait été chuchoté dans l'obscurité pouvait être oublié en toute sécurité. Mademoiselle Marple sirotait son thé, les yeux fixés sur le carré de laine cramoisie et grise plié à côté de son assiette.
Une petite imperfection près du coin captait la lumière, cette imperfection délibérée qu'elle avait refusé de réparer. Elle sourit faiblement. Elle était, pensait-elle, aussi parfaite qu'elle pouvait l'être. On frappa doucement à la porte. Philippa Hayes se tenait à la porte, son chapeau à la main et une petite valise à côté d'elle. « Je suis venue vous dire au revoir », dit-elle doucement. « L'inspecteur Craock m'a trouvé un poste à l'école de musique de Melchester. Ils m'ont proposé des chambres dans l'ancien presbytère. »« C'est très raisonnable, » dit mademoiselle Marple en la faisant entrer. « Rien ne calme mieux le chagrin qu'un emploi utile. » Philippa regarda autour d'elle le salon confortable, le feu allumé, les livres rangés en rangées ordonnées, le léger parfum de lavande. « Vous vivez si paisiblement ici, mademoiselle Marple. Je pensais que la paix signifiait oublier. »« Ce n'est pas le cas, » dit mademoiselle Marple. « Cela signifie se souvenir sans désespoir. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. « Pensez-vous que je lui pardonnerai un jour? Madame Clement, je veux dire. » Mademoiselle Marple hésita. « Le pardon n'est pas un sentiment, ma chère. C'est simplement le moment où l'on cesse de souhaiter un passé différent. » Philippa esquissa un sourire tremblant. « Vous donnez l'impression que c'est possible. Ça l'est toujours, avec le temps et un bon pudding au pain, » dit mademoiselle Marple d'un ton vif, en coupant une tranche du plat qui refroidissait sur le buffet. Elles la partagèrent en silence, tandis que l'horloge de la cheminée égrenait son rythme régulier. Chaque seconde était un nouveau point cousu sur le tissu de la vie ordinaire. À midi, Philippa était partie, ses pas s'éloignant dans l'allée menant à la gare. Mademoiselle Marple la regarda depuis le portail jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au détour du chemin. Puis elle rentra à l'intérieur, où le téléphone sonna avec son urgence habituelle. « Bonjour, mademoiselle Marple. » La voix de l'inspecteur Craock trahissait la lassitude d'un travail administratif inachevé. « Je pensais que vous voudriez savoir que l'affaire est officiellement close. Madame Clement a été envoyée à l'hôpital du comté pour observation. Les médecins disent qu'elle n'est pas méchante, seulement malade. »« Oui, » dit mademoiselle Marple doucement. « Il existe une sorte de folie qui se cache dans le polissage de l'argenterie. » Il soupira. « Le vicaire reste. Il m'a demandé de vous remercier pour... Eh bien, pour votre clémence. C'est à la Providence qu'il faut remercier, inspecteur. C'est elle qui arrange les coïncidences. Nous ne faisons que les interpréter. » Il rit tristement. « Vous donnez l'impression que mon travail est une broderie. »« Pas du tout, » dit-elle. « Le vôtre utilise des fils plus épais. » Lorsque la ligne fut coupée, elle resta un moment debout, à écouter le silence qui suivit. Dans le calme, elle pouvait entendre faiblement la cloche de l'église sonner la demi-heure, calme et satisfaite. La vie, pensa-t-elle, recommençait, comme toujours à St. Mary Mead, une fois que les ragots avaient retrouvé leur morale et l'avaient mise à sécher. Ce soir-là, elle fit sa promenade habituelle devant le cimetière. L'herbe était douce sous ses chaussures, la nouvelle pierre tombale brillait pâle contre les ifs ombragés. Quelqu'un, peut-être le vicaire, avait déposé une seule violette à sa base. Elle se pencha et l'ajusta légèrement, redressant la tige. « Trop d'ordre gâche la grâce, » murmura-t-elle, et elle la laissa pencher légèrement de travers. À la porte, elle rencontra le vicaire lui-même, chapeau à la main. Ses yeux étaient fatigués mais tranquilles. « Je n'arrête pas de penser à Margaret, » dit-il. « J'ai construit des sermons sur le pardon pendant des années, et pourtant je l'ai à peine reconnu quand il est apparu dans ma propre maison. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Nous préférons tous les leçons des autres, Monsieur Clement. Elles sont tellement plus faciles à prêcher. » Il eut un petit rire triste. « Et vous, mademoiselle Marple, allez-vous écrire celle-ci dans votre petit livre ? » « C'est déjà fait, » répondit-elle. Sous le titre « Tragédie domestique », fini proprement.
La nuit tombait doucement. De retour dans son cottage, elle posa sa tasse de thé sur le plateau et sortit son carnet pour la dernière fois. Sur la dernière page, elle écrivit « Affaire classée. Justice rendue par la confession, miséricorde par la compréhension. Morale. Lorsque la vie devient trop régulière, elle exige une erreur pour rester vivante. » Elle fit une pause, puis ajouta une ligne en dessous. « Ne faites jamais confiance à une rangée de points parfaitement réguliers. » Puis elle ferma le carnet et le posa à côté de la laine pliée. Dehors, le vent soufflait dans les buissons de lilas. La lampe vacilla une fois, puis se stabilisa. Dans le silence qui suivit, son horloge sonna 9 heures, chaque note distincte, mesurée, sans hâte. Elle tira les rideaux, éteignit le feu et resta un moment à regarder autour d'elle la petite pièce bien rangée. Chaque objet avait sa place. La théière, les photographies, le vase de tulipes fanées. Pourtant, ce qui la réconfortait, ce n'était pas l'ordre lui-même, mais les petits écarts, le cadre de travers, la fleur imparfaite, le fil d'effet qui prouvait que la vie soufflait encore dans le motif. S'installant dans son fauteuil, elle prit une nouvelle laine, d'un bleu tendre cette fois, et commença à monter de nouveaux points. Le cliquetis des aiguilles emplissait la pièce, calme et régulier comme la pluie. Tout en travaillant, elle se parlait doucement, mi-prière, mi-réflexion. Les gens détestent tellement le désordre, et pourtant, sans quelques mailles lâchées ici et là, on ne peut pas voir le motif dans son ensemble. Pauvre Margaret, elle voulait que tout soit parfait. Mais Dieu, j'imagine, préfère plutôt que son œuvre soit un peu inégale. L'horloge continuait de tourner. Dehors, le dernier nuage de pluie s'éloignait, révélant une lune claire au-dessus des toits de chaume de St. Mary Mead. Quelque part, un rossignol se mit à chanter, d'abord timidement, puis d'une voix claire, pure et apaisante. Miss Marple sourit, posa ses aiguilles et plia soigneusement le morceau de laine bleue qui s'allongeait sur ses genoux. « Un autre motif, » murmura-t-elle, « mais celui-ci respirera. »